Quelque chose vous épie en ce moment même. Non pas depuis l'ombre, ni depuis les arbres, mais depuis des endroits où vous n'iriez jamais regarder. L'intérieur de votre chaussure, le pli d'une serviette, le recoin sombre sous votre lit. Les araignées ont perfectionné l'art de tuer pendant 400 millions d'années. Et certaines d'entre elles sont devenues très douées pour cela. Ce soir, nous allons classer les 10 araignées les plus dangereuses de la Terre. Ce qu'elles peuvent faire au corps humain restera gravé dans votre esprit bien après la fin de cette vidéo. Commençons. En 10e position de notre classement se trouve l'araignée hobo, une créature à l'apparence si anodine que la plupart des gens la croiseraient sans même un second regard. Pas de couleur vive, pas de taille impressionnante. Juste une petite araignée brune, parfaitement oubliable, qui vit dans les recoins de votre garage, derrière votre machine à laver, sous l'abri de jardin que vous n'avez pas ouvert depuis l'automne dernier. Cette invisibilité est précisément ce qui la rend dangereuse. L'araignée hobo ne chasse pas à découvert. Elle tisse des toiles en forme d'entonnoir, près du sol. Des surfaces plates et soyeuses qui se resserrent en un tube sombre à une extrémité, où l'araignée attend, immobile, patiente. Lorsqu'un insecte s'aventure sur la surface, la vibration est instantanément transmise aux pattes de l'araignée, et ce qui se passe ensuite prend moins d'une seconde. L'araignée hobo ne court pas après sa proie. Elle n'en a pas besoin. Elle a conçu le piège parfait, et elle attend simplement que le monde entier se prenne à son piège. La morsure elle-même est la première tromperie. Dans de nombreux cas, vous ne sentez presque rien. Une légère pression, peut-être une douce chaleur. Rien qui vous ferait arrêter ce que vous êtes en train de faire. Rien qui vous inquiéterait. Vous pourriez même ne pas remarquer les 2 petites marques laissées derrière. Puis les heures s'écoulent. Dans les 24 heures qui suivent, la peau autour de la morsure commence à changer. Une rougeur s'étend, lentement d'abord, puis plus rapidement. Le tissu sous-jacent commence à durcir. 48 heures plus tard, une ampoule se forme, tendue, gonflée, remplie de liquide. Puis, l'ampoule se rompt, et ce qui se révèle en dessous est loin d'être normal. La chair commence à mourir. Silencieusement, méthodiquement, cellule par cellule, le venin poursuit son œuvre, bien après que l'araignée a disparu dans l'obscurité. Ce processus est appelé nécrose, la mort des tissus vivants. Il ne s'arrête pas de lui-même. Dans les cas graves, la plaie peut s'étendre pendant des semaines, s'enfonçant plus profondément dans le muscle, laissant un cratère qui nécessite une intervention chirurgicale pour être refermé. Certains patients ont eu besoin de greffes de peau. La guérison ne se mesure pas en jours, mais en mois. Ce qui rend tout cela particulièrement troublant, c'est la chronologie des événements. Au moment où les dégâts deviennent visibles, l'araignée a depuis longtemps disparu. Il n'y a pas de moment d'alarme, aucune douleur fulgurante qui vous précipiterait à l'hôpital. Juste une petite marque que vous pourriez gratter distraitement, et un processus biologique déjà en cours sous votre peau. L'araignée hobo est courante dans le nord-ouest Pacifique des États-Unis et dans de grandes parties de l'Europe. Elle préfère les structures humaines, les espaces secs et abrités que nous construisons et que nous oublions ensuite. Les tas de bois, les sous-sols, l'interstice derrière votre radiateur. Elle n'est pas agressive par nature. Elle mord lorsqu'elle se sent piégée, lorsqu'une main s'aventure dans un espace sombre sans avertissement, lorsqu'un pied glisse dans une chaussure qui n'était pas vide. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'araignée hobo.
Elle ne vient pas vous chercher. Elle est déjà là, dans les endroits auxquels vous ne faites plus attention. Et elle n'a nulle part ailleurs où aller. Les gens qui regardent ce genre de contenu ont généralement une histoire à raconter. Un moment précis, un coin sombre, une chaussure qu'ils auraient aimé vérifier. Si jamais vous avez eu une rencontre inattendue avec une créature dotée de plus de pattes qu'il n'en faut, racontez-nous votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Les commentaires sur ces vidéos sont toujours un régal. À la 9e place, on trouve l'araignée loup. Et contrairement à la plupart de ses congénères, celle-ci ne s'embarrasse pas de toile. Pas de piège de soie, pas d'attente patiente au fond d'un entonnoir. L'araignée loup chasse exactement comme son nom l'indique. À pied, à découvert, à toute vitesse. Utilisant ses 8 yeux disposés sur sa tête comme un système de surveillance qui ne dort jamais. Ses yeux méritent qu'on s'y attarde. La plupart des araignées ont une vision médiocre, s'appuyant sur les vibrations et le toucher pour se repérer dans le monde. L'araignée loup, elle, voit. 2 de ses 8 yeux sont considérablement agrandis, tournés vers l'avant, lui conférant une perception de la profondeur rare chez les arachnides. La nuit, balayez la surface d'un champ ou le sol d'une forêt avec une lampe de poche, et vous les verrez. Des dizaines de minuscules reflets verts vous fixant depuis l'obscurité, chacun appartenant à une araignée loup figée en pleine chasse, vous observant avec la même attention concentrée qu'elle porte à tout ce qui bouge. C'est l'une des araignées les plus répandues sur la planète. Chaque continent, à l'exception de l'Antarctique, abrite des araignées loups. Elles vivent dans les prairies, les forêts, les déserts et les fissures de votre mur de jardin. Elles sont presque certainement à moins de 20 mètres de vous en ce moment même, vaquant à leurs occupations avec une efficacité tranquille et méthodique. Les scientifiques ont estimé que la population mondiale d'araignées consomme annuellement plus d'insectes que la race humaine tout entière ne consomme de nourriture. Et les araignées loups figurent parmi les chasseurs les plus prolifiques de ce calcul. C'est avec la morsure que les choses passent de fascinantes à inconfortables. Le venin de l'araignée loup n'est pas considéré comme mortel pour les adultes en bonne santé, mais l'expression « non mortel » est un euphémisme qui mérite d'être sérieusement nuancé dans cette phrase. La morsure est immédiatement douloureuse, d'une manière qui requiert toute votre attention. Les marques des crochets sont souvent visibles, parfois accompagnées d'un léger saignement. En quelques heures, un gonflement se propage depuis le site, la peau se tend, et une douleur profonde et pulsatile s'installe, que les analgésiques en vente libre ont du mal à apaiser. Dans certains cas documentés, des dommages tissulaires localisés ont suivi. Pas la nécrose catastrophique de l'araignée des moissons, mais suffisamment pour laisser des marques qui durent des semaines. Pour certains groupes, jeunes enfants, personnes âgées, personnes dont le système immunitaire est affaibli, la réaction peut dégénérer en quelque chose de plus grave. Nausées, étourdissements, un pouls rapide et, dans de rares cas, une réponse systémique qui nécessite une attention médicale. Le venin n'est pas conçu pour tuer les humains. Nous sommes tout simplement trop grands pour être des proies. Mais le corps de l'araignée loup ne le sait pas lorsqu'elle se sent menacée. Et elle réagit avec tout ce qu'elle a. Ce qui marque les gens qui rencontrent des araignées loups, ce n'est généralement pas la morsure, c'est leur mouvement. Les araignées loups sont rapides, véritablement, étonnamment rapides. Et elles se déplacent avec une détermination qui semble intentionnelle d'une manière que les autres araignées n'ont pas. Pas d'hésitation, pas de retraite dans un coin. Quand une araignée loup décide de bouger, elle bouge, couvrant le sol d'une course basse et fluide qui déclenche quelque chose d'ancien et d'inconfortable dans le système nerveux humain.
C'est peut-être là la mesure la plus honnête de ce qui rend un animal dangereux. Pas seulement la chimie de son venin, mais la sensation qu'il laisse derrière lui. L'araignée-loup fait cela depuis 300 millions d'années. Elle a eu tout le temps de devenir exactement ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est quelque chose que vous n'oublierez pas d'avoir vu traverser votre sol à 2 heures du matin, se dirigeant avec une certitude absolue quelque part. En 8e position, on trouve l'araignée-souris. Un nom qui sonne presque mignon, jusqu'à ce que l'on comprenne d'où il vient. Les premiers observateurs ont remarqué l'habitude de cette araignée de creuser des terriers profonds, semblables à ceux d'une souris, dans la terre. Des tunnels qui peuvent descendre jusqu'à 30 cm de profondeur, tapissés de soie, scellés par une trappe articulée et complètement invisible depuis la surface. Vous pourriez passer dessus 100 fois, sans jamais savoir qu'elle est là. L'araignée-souris, elle, sait que vous êtes là. Toujours. On trouve plusieurs espèces d'araignées-souris réparties à travers l'Australie, un continent qui, au fil de millions d'années d'isolement, a pour ainsi dire perfectionné l'art de produire des animaux venimeux. L'araignée-souris correspond parfaitement à ce profil. Elle est trapue, puissante pour sa taille, et bâtie avec une solidité quasi architecturale. Un corps lourd, des pattes courtes et épaisses, et des crocs suffisamment grands pour être visibles à l'œil nu, d'un noir profond et brillant, qui capte la lumière comme un avertissement. Chez les mâles de certaines espèces, l'avant de la tête est d'un rouge vif, presque électrique. La nature utilise rarement cette couleur sans raison. Ce qui rend l'araignée-souris particulièrement intéressante pour les toxicologues, c'est la composition de son venin. Pendant des années, elle a été considérée comme dangereuse, mais secondaire, une menace moindre comparée aux tueurs plus célèbres d'Australie. Puis, les chercheurs ont commencé à analyser le venin plus attentivement et ont découvert quelque chose d'inattendu. La structure biochimique du venin de l'araignée-souris présente une ressemblance remarquable avec le venin de l'araignée à toile entonnoir de Sydney, largement considérée comme l'araignée la plus dangereuse du monde. Les mêmes composés essentiels, le même mécanisme d'attaque du système nerveux humain, le même potentiel de provoquer une affection appelée l'atrodectisme, une réaction systémique complète du corps qui affecte simultanément la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la fonction neurologique. La morsure débute par une douleur immédiate et intense qui irradie à partir du site, bien plus rapidement qu'il ne semble possible pour une chose si petite. Dans la première heure, la réaction du corps commence à s'intensifier. Transpiration, rigidité musculaire, un étrange picotement qui se propage dans les extrémités et progresse vers l'intérieur. En cas d'envenimation grave, le système nerveux commence à dysfonctionner. Le cœur bat irrégulièrement. La respiration devient laborieuse. Le corps reçoit des signaux qu'il ne sait pas interpréter, envoyés par un venin que l'évolution a conçu avec une spécificité impitoyable sur des centaines de millions d'années. Voici le détail qui a tendance à sidérer les gens. L'antivenin de l'araignée à toile entonnoir de Sydney fonctionne sur les morsures d'araignées-souris. Ceci est médicalement significatif, car cela signifie que les deux venins sont suffisamment similaires au niveau moléculaire pour être neutralisés par le même traitement. Cela signifie aussi qu'avant la découverte de ce lien, les victimes de morsures d'araignées-souris étaient traitées de manière totalement inappropriée, et certaines d'entre elles n'ont pas survécu assez longtemps pour que quiconque comprenne pourquoi. L'araignée-souris possède un trait comportemental qui la distingue de la plupart des araignées dangereuses et dissipe le réconfort habituel
de penser que l'on peut simplement l'éviter. Alors que de nombreuses araignées venimeuses mordent de manière défensive et brève, l'araignée souris mord et s'accroche. Elle ne lâche pas. Elle maintient le contact, délivrant son venin continuellement, permettant à son arsenal chimique de pénétrer entièrement dans la circulation sanguine plutôt que de laisser une dose partielle derrière elle. Ce n'est pas un instinct défaillant. C'est un prédateur qui fait précisément ce pourquoi il a évolué, avec une minutie qui aggrave considérablement l'issue. Partout en Australie, on trouve des araignées-souris dans chaque État et territoire. Elles préfèrent les terrains ouverts, garrigues, forêts claires, jardins de banlieue. Les femelles quittent rarement leur terrier. Les mâles vagabondent pendant la saison des amours, se déplaçant en terrain découvert, en plein jour, parcourant des distances qui les amènent au contact des humains, avec une fréquence que le niveau de danger de l'araignée ne justifie peut-être pas une familiarité désinvolte. Elles ne cherchent pas les ennuis, mais elles y sont extraordinairement bien préparées quand les ennuis les trouvent. Il y a quelque chose dans la conception de l'araignée-souris qui ressemble moins à un accident de la nature qu'à une intention délibérée, comme si quelque chose, quelque part, avait décidé de construire une petite chose cachée, lourdement armée, et de l'enfouir juste sous la surface du monde. Patiente, invisible et tenace. En 7e position, la recluse brune, et son nom est la description la plus juste jamais donnée à une araignée. Brune, recluse. Elle ne vous veut rien. Elle ne demande qu'à être laissée seule dans l'obscurité, sans être dérangée, invisible, dans les interstices de vos murs, sous vos planchers, et à l'intérieur des cartons que vous n'avez pas ouverts depuis 3 ans. La recluse brune ne cherche pas la confrontation, mais elle y excelle de manière exceptionnelle lorsque le conflit se présente. C'est une petite araignée. Son corps dépasse rarement la taille d'un ongle de pouce, et son apparence ne trahit presque rien. Pas de couleur spectaculaire, pas de posture menaçante. La seule marque d'identification est un petit motif en forme de violon sur son dos, marron foncé sur un marron plus clair, pointant vers l'abdomen. Les arachnologues l'appellent la marque du violon. Une fois que vous savez le repérer, il devient impossible de ne plus le voir. Mais la plupart des gens ne regardent jamais d'assez près, et la recluse brune mise précisément là-dessus. C'est son venin qui distingue la recluse brune de presque toutes les autres espèces de cette liste. Il contient un composé appelé sphingomyélinase D, une enzyme si destructrice pour les tissus humains qu'elle est présente chez presque aucune autre créature venimeuse sur Terre. Ce composé ne se contente pas de léser les cellules. Il les démantèle au niveau moléculaire, brisant les membranes qui maintiennent les tissus ensemble, déclenchant un effondrement qui se propage depuis le site de la morsure en une vague lente et inéluctable. La peau s'assombrit, puis elle durcit. Ensuite, elle meurt, devenant noire et se détachant des tissus sains environnants, laissant une plaie qui ressemble moins à une morsure qu'à une zone où quelque chose a été carrément retiré. Ce processus peut se poursuivre pendant des semaines. La plaie s'approfondit. Dans les cas graves, elle atteint le muscle. Il existe des cas documentés de lésions s'étendant à la taille d'une paume humaine, nécessitant l'ablation chirurgicale des tissus morts et, parfois, des greffes de peau pour refermer la plaie. Ce qui rend cela particulièrement difficile à traiter, c'est le facteur temps. La morsure est souvent indolore au début,
ressenti comme une légère pression ou une faible démangeaison, rien de plus. Au moment où la plaie devient visible, le processus enzymatique est déjà bien avancé et l'arrêté exige une intervention médicale agressive. Au-delà de la destruction locale, certains patients subissent une réaction systémique appelée l'oxocélisme viscéro-cutané, une réponse du corps entier où le venin entre dans la circulation sanguine et commence à affecter les organes. Fièvre, frissons, hémolyse, la destruction des globules rouges, et dans des cas rares mais documentés, une insuffisance rénale. Les enfants et les patients âgés sont les plus vulnérables. La progression d'une petite morsure, passée inaperçue à une condition potentiellement mortelle, peut prendre moins de 72 heures. La recluse brune vit dans le centre et le sud des États-Unis, prospérant dans les environnements chauds, secs et non perturbés, ce qui, comme par hasard, correspond précisément à la description de la plupart des espaces de rangement dans la majorité des foyers américains. Elle ne tisse pas de toile pour capturer ses proies. Elle chasse la nuit et passe ses journées complètement immobiles, pressée dans le plus étroit des espaces disponibles, conservant son énergie avec une patience quasi méditative. Elle ne veut pas vous mordre. Ce fait est réel et il est important. Mais elle ne veut pas non plus être secouée hors d'une chaussure ou être écrasée contre la peau lorsque quelqu'un enfile une vieille veste ou être dérangée lorsqu'une main se glisse sans regarder au fond d'une étagère sombre. Elle mord quand elle n'a aucune autre option, rapidement, efficacement, et avec des conséquences si disproportionnées par rapport à la taille de la créature qu'elle continue de surprendre les médecins qui les traitent. Petite, brune, cachée, et portant en elle quelque chose que le corps humain est profondément mal préparé à affronter. La 6e place revient à l'araignée Redback. Et si la veuve noire est l'araignée la plus redoutée des États-Unis, la Redback est celle de l'Australie. Elles sont de proches parentes, séparées par la géographie et des dizaines de millions d'années d'évolution. Et elles sont arrivées à des conclusions presque identiques sur la manière de survivre. Un corps minuscule, une puissante neurotoxine, une marque d'avertissement distinctive que la nature lui a apposée par courtoisie, car tout le reste de cette araignée est conçu pour passer inaperçu. L'araignée Redback est minuscule. La femelle, qui est la plus dangereuse, dépasse rarement 1 centimètre de longueur corporelle. Elle tisse sa toile dans des espaces abrités et secs, proches du sol, sous les rochers, à l'intérieur des meubles de jardin, sous le rebord d'un pot de fleurs, à l'intérieur des blocs sanitaires extérieurs qui sont une caractéristique de l'Australie rurale. La toile elle-même est insignifiante, un enchevêtrement de soie lâche et apparemment désorganisé qui ressemble plus à quelque chose d'abandonné qu'à une construction délibérée. Cette impression est trompeuse. Les fils inférieurs sont recouverts d'une substance collante si puissante que les insectes, et parfois de petits lézards, qui s'y engluent, ne peuvent s'en libérer, quels que soient leurs efforts. Le venin est appelé alpha-latrotoxine, le même composé principal que l'on trouve chez la veuve noire. Et il agit en inondant le système nerveux de signaux qui n'a jamais été conçu pour traiter. Il force les terminaisons nerveuses à libérer tous leurs neurotransmetteurs simultanément. Une surcharge chimique que le corps ressent comme vague après vague de douleurs de plus en plus intenses. Le site de la morsure brûle d'abord, puis la douleur se propage à travers les ganglions lymphatiques, remonte le long du membre jusqu'à la poitrine. La transpiration commence. Une transpiration abondante, trempante, qui imprègne les vêtements. Les muscles se contractent. Le rythme cardiaque s'accélère. Dans les cas graves,
La tension artérielle devient instable et le patient devient incapable de se tenir debout. Ce syndrome porte un nom, le latrodectisme, et il est suffisamment distinctif pour que les médecins urgentistes expérimentés puissent l'identifier sans qu'une araignée n'ait jamais besoin d'être produite pour identification. Des milliers de morsures de redback sont signalées chaque année en Australie, ce qui en fait statistiquement l'araignée la plus susceptible d'envoyer un Australien à l'hôpital. Un antivenin existe et est efficace, mais la fenêtre de souffrance maximale avant le traitement peut être considérable. Des heures, durant lesquelles le venin poursuit son œuvre avec une indifférence totale à la taille ou à la santé de la personne qui l'a envahi. Ce qui a tendance à surprendre les gens, c'est l'endroit où les morsures de redback se produisent le plus souvent. Pas dans la nature sauvage, pas sur les sentiers de randonnée ou dans les parcs nationaux, dans les jardins, dans les garages, sous le siège d'une chaise d'extérieur qui n'a pas bougé depuis l'été dernier. La redback s'est si bien adaptée aux environnements humains qu'elle est maintenant plus courante dans l'Australie de banlieue que dans de nombreux habitats naturels. Elle vit là où vivent les gens, s'installe dans les espaces que les gens construisent, puis délaissent, et attend avec une immobilité qui la rend effectivement invisible jusqu'au moment où elle ne l'est plus. La bande rouge qui court le long de son dos n'est pas subtile. Elle n'a jamais été destinée à l'être. C'est l'un des signaux les plus clairs de la nature, une marque qui dit, dans un langage plus ancien que les mots, que quelque chose ici mérite votre attention particulière. La plupart des créatures apprennent à lire ce signal. La plupart des humains voient une petite araignée et cherchent quelque chose pour l'écraser, ce qui est précisément le genre de mouvement qui transforme une observation en urgence. Suffisamment petite pour passer inaperçue, assez douloureuse pour qu'on s'en souvienne toute une vie. La 5e place revient à l'araignée errante brésilienne, et son nom seul vous révèle quelque chose d'important. Elle ne tisse pas de toile, elle n'a pas de terrier, elle n'a aucune adresse fixe, de quelque sorte que ce soit. Elle erre, se frayant un chemin à travers le sous-bois des forêts tropicales d'Amérique du Sud la nuit, parcourant le terrain avec une énergie incessante et exploratrice qui la met en contact avec davantage de monde et davantage d'humains que presque toute autre araignée de sa taille et de sa toxicité. Pendant la journée, elle se cache. À l'intérieur des régimes de bananes, sous les troncs d'arbres tombés, à l'intérieur des chaussures laissées dehors pendant la nuit, ou même dans les plis de vêtements séchants sur une corde. Cette habitude de se dissimuler dans des objets que les humains ramassent, enfilent ou dans lesquels ils plongent la main sans regarder, lui a valu un autre nom dans les régions où elle vit. L'araignée banane. Des cargaisons de bananes ont transporté des araignées errantes jusqu'en Europe et en Amérique du Nord, où on les a découvertes vivantes aux rayons fruits des supermarchés, recroquevillées dans l'obscurité entre un régime de fruits et son emballage, à des milliers de kilomètres de chez elle et non moins dangereuse pour le voyage. Son venin est parmi les plus complexes de toutes les araignées sur Terre. Il contient un cocktail de composés neurotoxiques qui attaquent le système nerveux sur plusieurs fronts simultanément, perturbant les canaux ioniques, surchargeant les récepteurs de la douleur et déclenchant une cascade de réponses physiologiques contre lesquelles le corps n'a aucune défense cohérente. La morsure produit une douleur immédiate et intense qui se propage rapidement dans le membre touché. Dans l'heure qui suit, des effets systémiques apparaissent. Battements de cœur irréguliers, difficultés respiratoires, une chute de la tension artérielle pouvant devenir suffisamment grave pour provoquer un choc circulatoire.
Chez les enfants, la progression de la morsure à un état critique peut se produire en moins de 2 heures. Le livre Guinness des records a désigné l'araignée errante brésilienne comme l'araignée la plus venimeuse du monde. Un titre qui pèse son poids quand on considère la concurrence rien que sur cette liste. Ce qui lui vaut cette désignation n'est pas seulement la toxicité de son venin, mais aussi la quantité injectée par morsure et la vitesse à laquelle les effets systémiques se développent. Il y a très peu de temps entre le moment de la morsure et celui où une intervention médicale devient urgente. Chaque minute de retard réduit considérablement la marge. Il existe un effet supplémentaire du venin que les chercheurs ont étudié longuement. Un effet qui se situe à l'intersection inconfortable de la biologie et d'une ironie grinçante. Chez les victimes masculines, l'envenimation provoque fréquemment le priapisme, une réponse physiologique prolongée, douloureuse et involontaire, qui peut durer des heures et causer des lésions tissulaires permanentes si elle n'est pas traitée. Le mécanisme est désormais suffisamment bien compris pour que des composés dérivés du venin soient étudiés comme traitement pour certaines affections médicales. L'araignée qui envoie des gens aux urgences pourrait, dans un contexte précis et soigneusement contrôlé, receler en elle quelque chose d'utile sur le plan médical. La nature offre rarement quoi que ce soit sans complication. L'araignée errante n'est pas agressive au sens où le terme est couramment galvaudé. Elle ne cherche pas les humains et ne les poursuit pas. Mais elle est défensive d'une manière fonctionnellement indiscernable de l'agressivité. Lorsqu'elle est menacée, elle se dresse sur ses pattes arrière, lève largement ses pattes avant et maintient cette position. Elle se rend aussi grande et visible que possible, montrant ses crocs aux pointes rouges en dessous, donnant tous les signaux possibles que ce qui va suivre est un choix. La plupart des animaux comprennent cet avertissement et font le bon choix. Les humains, agissant par instinct ou par panique, souvent non. Elle erre à travers la nuit, portant l'un des venins les plus puissants du monde naturel, ne cherchant rien en particulier. Elle n'a pas besoin de chercher. Tôt ou tard, le monde vient à elle. La 4e place revient à la veuve noire. Et peu de créatures dans la nature ont une réputation si justement méritée. Son nom, son apparence, son venin, son comportement, tout chez la veuve noire est d'une cohérence telle qu'on la croirait presque conçue sur mesure. Comme si la nature s'était assise avec une intention précise pour bâtir quelque chose qui se logerait de manière indélébile dans l'imaginaire humain et n'en partirait jamais tout à fait. C'est la femelle que vous connaissez, noir brillant, de la taille d'un grain de raisin environ, avec une marque rouge en forme de sablier sur la face inférieure de son abdomen. Une forme si distinctive et si universellement reconnue qu'elle est devenue un symbole à part entière, apparaissant sur les étiquettes d'avertissement et les panneaux de danger partout dans le monde. Le sablier n'est pas décoratif, c'est un signal, et il est sincère. La veuve noire est l'une des rares créatures dont l'apparence délivre exactement l'avertissement qu'elle promet. Elle tisse sa toile près du sol, dans des espaces sombres et abrités. Des piles de bois, des abris de jardin, le dessous des meubles d'extérieur, les coins de garage et de sous-sol. La toile est suffisamment solide pour piéger des insectes faisant plusieurs fois la taille de l'araignée. Construite à partir d'une soie qui est, à poids égal, plus résistante que l'acier. Elle y reste suspendue la tête en bas, immobile, pendant des heures, attendant avec une patience telle que le mot lui-même semble insuffisant. Elle n'attend rien de précis. Elle est simplement toujours prête. Le venin
est une puissante neurotoxine appelée alpha-latrotoxine, le même composé que l'on trouve chez la veuve à dos rouge, sa cousine australienne. Et il attaque le système nerveux avec une spécificité que les toxicologues jugent presque élégante. Il se fixe aux terminaisons nerveuses et force la libération incontrôlée de neurotransmetteurs, inondant les synapses de signaux chimiques que le corps ne peut ni réguler ni arrêter. Le résultat est un syndrome appelé l'atrodectisme, et il se manifeste par vagues. D'abord, le site de la morsure, une douleur vive et brûlante qui se propage vers l'extérieur plus vite qu'il ne semble possible. Puis, les muscles commencent à se contracter, commençant dans l'abdomen et la poitrine, se resserrant avec une force que les patients ont décrite comme une sensation de crise cardiaque. La respiration devient difficile. La tension artérielle monte en flèche. La transpiration est profuse et soudaine, trempant les vêtements en quelques minutes. Ce qui rend la morsure de la veuve noire particulièrement dangereuse n'est pas le pic de la réaction, mais sa durée. Le venin ne se dissipe pas rapidement. Les symptômes peuvent persister pendant 72 heures, voire plus, épuisant les réserves du corps dans un siège lent et exténuant. Les adultes en bonne santé meurent rarement. Un antivenin existe et est efficace. Mais l'expérience d'une grave envenimation a été décrite par les survivants en des termes qui ne laissent aucune ambiguïté quant à sa sévérité. Les patients âgés et les jeunes enfants sont confrontés à un risque nettement plus élevé. Et avant que l'antivenin ne soit largement disponible, les taux de mortalité dans les cas de morsure documentés étaient significatifs. On trouve la veuve noire partout en Amérique du Nord, dans certaines parties de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie. Elle prospère aussi bien dans les climats chauds que dans les environnements construits par l'homme, avec la même aisance, ce qui signifie qu'elle est, statistiquement, l'une des araignées les plus susceptibles de partager l'espace avec un être humain à un moment donné de sa vie. Elle ne recherche pas ce contact. Elle mord lorsqu'elle est dérangée, lorsqu'elle est pressée contre la peau ou lorsqu'une main pénètre sans avertissement dans un espace qu'elle occupe. La rencontre est presque toujours accidentelle. Les conséquences ne sont jamais anodines. Il y a quelque chose chez la veuve noire qui dépasse le simple aspect biologique. Elle est parmi nous depuis suffisamment longtemps, dans les contes, dans les avertissements, dans la façon particulière dont la voix d'un parent change lorsqu'il prononce son nom à un enfant, pour qu'elle existe désormais en deux endroits simultanément. Dans le coin sombre d'une pile de bois, attendant. Et quelque part, plus profondément, dans cette partie de l'esprit humain qui a toujours su, sans qu'on le lui dise, quelles sont les choses dans l'obscurité qui méritent d'être craintes. En troisième position se trouve la mygale Goliath, mangeuse d'oiseaux. Et la première chose à saisir est son envergure. Ce n'est pas une araignée, telle que la plupart des gens se l'imaginent. Son envergure atteint 30 cm, soit à peu près la taille d'une assiette à dîner. Son corps, seul, peut peser 170 grammes, plus lourd qu'un petit hamster. Ses crocs mesurent jusqu'à 4 cm de long, suffisamment grands pour être visibles de l'autre côté d'une pièce. Et ils se meuvent d'un mouvement d'estoc vers le bas, délivrant du venin avec la certitude mécanique d'une aiguille hypodermique. Lorsque la mygale Goliath, mangeuse d'oiseaux, se déplace sur le tapis forestier de la forêt tropicale sud-américaine,
Elle produit un son, un froissement sec, comme du papier, que les naturalistes appellent stridulation, produit par le frottement de ses pattes les unes contre les autres. On peut l'entendre arriver. Cette connaissance ne rend pas le fait de l'entendre moins angoissant pour autant. Son nom vient d'une gravure de l'époque victorienne représentant l'une de ces araignées en train de dévorer un colibri, une image si saisissante qu'elle a forgé la réputation de la créature pour les 2 siècles suivants. Les oiseaux ne sont pas, à vrai dire, sa source de nourriture principale. La mygale Goliath préfère les vers de terre, les insectes, les grenouilles et les petits rongeants, chassant la nuit depuis un terrier qu'elle creuse elle-même et qu'elle défend avec une constance territoriale que les chercheurs sur le terrain ont appris à respecter. Mais le nom est resté gravé, car l'image était assez juste. Cette araignée est suffisamment grande et ses crocs suffisamment longs pour qu'un oiseau ne soit pas au-delà de ses capacités de capture. Le venin est médicalement important, mais ce n'est pas la principale préoccupation. Pour la plupart des adultes en bonne santé, une morsure de mygale Goliath est comparable à une piqûre de guêpe, douloureuse, localement gonflée, profondément désagréable, mais pas mortelle dans des circonstances normales. Ce qui élève cette araignée au rang de véritable danger, c'est tout ce qui entoure le venin. Les plaies perforantes des crocs, à elles seules, peuvent nécessiter une attention médicale, suffisamment profonde pour endommager les tissus, suffisamment grande pour présenter un risque d'infection significatif si elles ne sont pas traitées correctement. La taille de l'araignée signifie qu'elle délivre une morsure avec une force physique que les araignées plus petites ne peuvent égaler. Et l'impact psychologique d'une rencontre avec quelque chose d'aussi grand, se déplaçant aussi vite, tend à supplanter la prise de décision rationnelle, menant à des blessures supplémentaires. La mygale Goliath possède une défense secondaire qui est, à sa manière, plus immédiatement débilitante que la morsure. Son abdomen est couvert de poils urticants, de minuscules fibres barbelées que l'araignée libère en frottant rapidement ses pattes arrière sur son corps lorsqu'elle est menacée, projetant un nuage d'irritants microscopiques dans l'air ambiant. Ces poils sont conçus pour s'incruster dans les tissus mous, les yeux, les fosses nasales, la muqueuse de la gorge, où ils provoquent une irritation intense et durable qui peut persister pendant plusieurs jours. Dans les yeux, ils peuvent provoquer une affection appelée ophtalmie, qui nécessite un traitement médical pour être résolu. Il n'est pas nécessaire que l'araignée vous touche pour que vous regrettiez cette rencontre. Ce qui a tendance à marquer les personnes qui ont vu une mygale Goliath à l'état sauvage, et un petit type de personnes spécifiques recherche délibérément cette expérience, ce n'est pas la peur, mais la démesure de sa taille. Le cerveau humain a une catégorie pour les araignées, construite au cours d'une vie de rencontre avec elles, à une taille qui tient confortablement dans la paume d'une main. La mygale Goliath ne rentre pas dans cette catégorie. Elle s'insère dans une autre, plus ancienne et moins articulée, que le cerveau cherche à atteindre et ne trouve qu'une vague sensation de malaise physique qu'il ne peut pas tout à fait nommer. Elle vit dans les forêts tropicales du Venezuela, du Brésil, de la Guyane et du Suriname, dans des terriers sous les systèmes racinaires des grands arbres, émergeant après la tombée de la nuit dans un monde qu'elle navigue avec 8 yeux, des poils sensibles sur ses pattes qui détectent les vibrations à travers le sol et des crocs de 4 cm qui ont résolu des problèmes pour cette espèce bien avant que les humains n'existent pour être troublés par elle. La deuxième place revient à l'araignée trappe de Sydney, et dans le cercle très fermé des créatures mortelles d'Australie, c'est une distinction loin d'être anodine. C'est une araignée dont les toxicologues
les médecins urgentistes et les biologistes de terrain parlent avec un respect très particulier. Le genre de respect qui ne découle pas d'un danger hypothétique, mais d'une létalité avérée, mesurable et répétée. L'araignée trappe de Sydney a fait des victimes, et cela rapidement, dans des circonstances qui laissaient très peu de marge de manœuvre pour une intervention. Elle occupe cette position sur la liste, non pas par sa seule réputation, mais par son triste palmarès. L'araignée est de taille moyenne à l'échelle mondiale. Le corps d'une grande femelle atteint environ 4 cm. Mais ce qu'elle perd en taille, elle le regagne amplement par son architecture redoutable et sa chimie. Ses crochets sont énormes par rapport à sa taille, pointés vers le bas et l'avant, assez robustes pour percer un ongle. Son corps est brillant, presque laqué, de couleur brun foncé à noir, et lorsqu'elle se sent menacée, elle adopte une posture qui ne laisse aucune ambiguïté quant à ses intentions. Se dressant sur ses pattes arrière, ses crochets levés et béants, ses pattes avant largement déployées, maintenant cette position avec une telle détermination que la plupart des animaux, la rencontrant pour la première fois, en saisissent immédiatement le message. L'araignée trappe de Sydney ne bluffe pas. Chaque signal qu'elle envoie est véridique. Le venin contient un composé nommé atracotoxine, plus précisément la delta-atracotoxine, qui attaque le système nerveux humain avec une précision qui, d'un point de vue purement biochimique, est remarquable. Elle force les cellules nerveuses à s'activer continuellement et de manière incontrôlable, inondant le corps de signaux qui supplantent simultanément chaque système de régulation. Fréquence cardiaque, tension artérielle, contrôle musculaire, fonction respiratoire. Tous sont déstabilisés d'un coup. Tous sont en concurrence pour une réponse physiologique que le corps ne peut coordonner dans ces conditions. La progression de la morsure à l'état critique peut survenir en moins de 15 minutes dans les cas graves. Chez les enfants, cela a été documenté en encore moins de temps. Ce qui rend l'araignée trappe de Sydney particulièrement dangereuse au-delà du venin lui-même, c'est son comportement. La plupart des araignées venimeuses mordent une seule fois, par défense, et reculent. L'araignée trappe, elle, mord et ne lâche pas, enfonçant ses crochets à plusieurs reprises dans sa victime avec une détermination musculaire qui assure un débit maximal de venin. Chose inhabituelle chez les araignées, elle est également capable de survivre sous l'eau pendant de longues périodes. Un fait important car son habitat est souvent inondé, et un jardin inondé à Sydney n'est pas un endroit où le risque de rencontre diminue. Elle erre également, en particulier les mâles pendant la saison des amours, se déplaçant dans les jardins de banlieue, pénétrant dans les maisons par les interstices des portes et des fenêtres, apparaissant dans les piscines où ils peuvent rester en vie au fond pendant des heures avant de remonter. L'antivenin, développé dans les années 1980, est l'une des véritables réussites de la toxicologie australienne. Avant son introduction, l'araignée trappe de Sydney était responsable de multiples décès, et l'issue d'une morsure grave était réellement incertaine. Depuis que l'antivenin est devenu disponible, il n'y a eu aucun décès enregistré dû à une envenimation par araignée trappe en Australie, un fait qui témoigne à la fois de l'efficacité du traitement et du sérieux constant avec lequel les services d'urgence australiens traitent chaque morsure signalée. Le protocole est immédiat, la réponse est rapide, elle doit l'être. L'araignée trappe de Sydney vit dans un rayon d'environ 100 km autour de la ville de Sydney, l'une des zones urbaines les plus densément peuplées de l'hémisphère sud.
Elle partage son habitat avec des millions de personnes qui jardinent, nagent, marchent pieds nus sur les pelouses et mettent les mains dans les massifs sans gants. Le taux de rencontre n'est pas théorique, il est courant. Et l'araignée au centre de ces rencontres porte, dans un corps de la taille d'une boîte d'allumettes, l'un des venins à action la plus rapide que la sélection naturelle ait jamais produit. Elle ne s'éloigne pas beaucoup et n'en a pas besoin. Tout ce dont elle a besoin est déjà à portée de patte. En première position, l'araignée la plus dangereuse de cette liste, et sans doute de la planète entière, se trouve l'araignée des sables à 6 yeux. Il est presque certain que vous n'en avez jamais entendu parler. Cette discrétion fait en partie sa singularité. Tandis que la veuve noire et l'araignée à toile entonnoir affichent fièrement leur réputation, l'araignée des sables à 6 yeux évolue aux confins de la conscience humaine, étudiée par un petit nombre de spécialistes, redoutée par quasiment personne parmi les habitants de sa zone d'habitat, et transportant dans son corps petit et plat quelque chose pour lequel la médecine moderne n'a absolument aucune réponse. Elle vit dans les déserts et les broussailles d'Afrique australe, le Namib, le Karoo, ces étendues arides où le sol a la couleur de la rouille et où les températures oscillent entre des extrêmes que la plupart des organismes ne peuvent tolérer. L'araignée des sables à 6 yeux les supporte aisément. Elle s'est adaptée à cet environnement avec une minutie qui frise l'architectural. Elle s'enfouit dans le sable meuble, tirant les grains sur son corps avec ses pattes jusqu'à devenir complètement invisible, non pas en se cachant derrière quelque chose, ni en se réfugiant sous quelque chose, mais en devenant le sol lui-même. Plate, immobile, patiente et entièrement indétectable jusqu'à ce qu'un être à sang chaud s'approche suffisamment pour que cela compte. Les 6 yeux qui lui donnent son nom sont disposés en 3 paires sur sa face, une configuration partagée avec ses plus proches parents, les araignées violonistes. Un lien familial qui suggère immédiatement quelque chose sur la nature du venin. Cette suggestion est juste. Le venin contient la même enzyme destructrice que celle trouvée chez la recluse brune, la sphingomyélinase D, mais exprimée avec une concentration et une puissance qui font paraître la chimie de la recluse brune modérée en comparaison. Lors d'études sur des animaux, le venin a provoqué la destruction complète des vaisseaux sanguins, des hémorragies massives et une défaillance totale des organes en l'espace de quelques heures. Les tissus ne se contentent pas de mourir à l'endroit de la morsure. Ils se liquéfient. Le venin démantèle essentiellement l'infrastructure biologique qui maintient un corps en fonctionnement, systématiquement et sans relâche. Il n'existe pas d'antivenin. Ce n'est pas une lacune dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, ni une question de distribution ou de financement. C'est le reflet de la rareté des morsures de cette araignée chez l'homme. Les rencontres sont réellement rares, car l'araignée vit en terrain reculé et évite le contact instinctivement. La base de recherche n'existe tout simplement pas au volume nécessaire pour développer et valider un antivenin. Et sans cette base de recherche, le traitement d'une morsure grave est entièrement symptomatique. Gérer les symptômes, maintenir la fonction des organes, en espérant que le corps puisse survivre à ce que le venin lui fait suffisamment longtemps pour que le processus ralentisse. Les cas humains documentés sont peu nombreux. C'est à la fois rassurant et profondément inconfortable, car les quelques cas existants décrivent d'une progression difficile à lire sans une réaction physique. Des ecchymoses massives, se propageant depuis le site de la morsure en l'espace de quelques heures, la peau s'assombrissant et se désintégrant sur une zone toujours plus étendue. Le sang perdant sa capacité à coaguler, des vaisseaux se rompant sous la surface. Un cas bien documenté
a entraîné la perte d'un membre entier. Le venin ne se presse pas. Il continue simplement, sans interruption, jusqu'à ce que quelque chose l'arrête. Et actuellement, rien ne le fait de manière fiable. Ce qui fait de l'araignée des sables, à 6 yeux, la digne occupante de cette dernière position, n'est pas seulement son venin. C'est la combinaison de facteurs qui l'entourent. Un venin sans contre-mesure. Une stratégie de chasse basée sur une invisibilité parfaite. Un habitat qui s'étend à mesure que la désertification progresse en Afrique australe, rapprochant progressivement l'aire de répartition de l'araignée des populations humaines, qui n'ont aucune histoire culturelle de sensibilisation à son égard, aucune prudence innée, aucune connaissance générationnelle de ce qu'il faut chercher dans le sable avant de s'asseoir. La plupart des araignées de cette liste sont dangereuses de manière que la médecine a appris, avec le temps, à gérer. L'araignée des sables à 6 yeux se situe entièrement en dehors de cette catégorie. Elle est dangereuse d'une manière qui reste, pour l'instant, hors de portée de tout ce que nous avons construit pour nous protéger. Elle attend dans le sable, invisible, portant en elle quelque chose que nous ne pouvons neutraliser, dans un monde qui, lentement, silencieusement, se dirige vers elle. Et elle est là, patiente et inchangée depuis des millions d'années.